Bienvenue dans le débat sur France 24. La réforme des retraites. Elisabeth Borne a dévoilé les détails du projet gouvernemental. L'âge de départ à la retraite est repoussé à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement. La Première ministre l'explique en évoquant la nécessité de financer le système. Elisabeth Borne a aussi présenté des mesures sociales qui accompagnent donc ce relèvement de l'âge de départ à la retraite, notamment pour les carrières longues, les petites retraites ou encore l'emploi des seniors. Jean-Luc Mélenchon dénonce une grave régression sociale. La droite est en revanche satisfaite d'avoir été entendue. On va revenir donc sur cette réforme avec nos invités. Sera-t-elle votée à l'Assemblée nationale? Le gouvernement se prépare-t-il à un bras de fer avec les syndicats? Les Français, majoritairement opposés à cette réforme, selon les sondages, vont-ils descendre dans la rue? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement pour faire, pardonnez-moi l'expression, passer la pilule? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yannick Halimi. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Éditorialiste politique, bienvenue dans le débat. En face de vous, Franck Dedieu, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, co-auteur de Inévitable protectionnisme aux éditions Gallimard dans la collection Débat. Bienvenue à vous. Jean-Marc Vittori est avec nous. Bonsoir Jean-Marc, éditorialiste aux Échos. Mathieu Douaret, bonsoir. Directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos. On va tout de suite écouter un extrait bien sûr du discours d'Elisabeth Borne qui a donc présenté, je vous le disais, sa réforme des retraites. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation, l'objectif sera atteint à cet horizon. Notre système par répartition sera alors à l'équilibre. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 € par mois. C'est près de 1 200 € par mois dès cette année. Yannick, pour faire un résumé, clairement, donc, ce relèvement donc, l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est l'objectif est financier en fait pour équilibrer le régime des retraites. Et puis il y a donc tout cet accompagnement, un certain nombre de mesures sociales. Elle a communiqué vraiment des deux côtés, si je puis dire, finalement, Elisabeth Borne. Elle a communiqué effectivement sur l'aspect uniquement comptable d'abord et en priorité comptable, puisqu'elle a commencé ses 3 objectifs par l'équilibre du système. D'ailleurs, une fois que la Première ministre a parlé, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a précisé qu'il s'attendait à un déficit de 13,5 milliards en 2030 et que grâce à cette réforme dans sa totalité, le régime général serait excédentaire de 17,7 milliards d'euros. Donc, en tout cas, selon les simulations de l'exécutif, l'objectif est atteint. Ça, c'est quand même la ligne forte avec un âge repoussé, comme vous le disiez, à 64 ans en 2030. Attention. Et puis une durée de cotisation plus rapide que le prévoyait la loi Touraine. Ça, ce sont 2 éléments. Mais faut-il déjà rappeler que c'est un élément quand même, l'âge notamment, qui est en retrait par rapport au projet initial qui était le candidat Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait plus que plaidé, avait martelé qu'il voulait faire la retraite à 65 ans. Ça, c'est une chose. Donc déjà, une retraite et un projet un petit peu moins ambitieux en termes strictement comptables. Mais on s'y attendait, que ce soit à 64 ans. On s'y attendait, ça avait effectivement, ce n'était plus un tabou. Et puis, comme vous le disiez, toute une panoplie de mesures d'accompagnement qui seront certainement considérées comme insuffisantes par la gauche, peut-être effectivement aussi par le Rassemblement national, qu'il ne faut pas oublier. Ça va être en revanche compliqué pour les LR de ne pas la voter. Alors justement, on a en ligne avec nous par Skype Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Je vois déjà une réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une grave régression sociale. Éric Coquerel, manifestement, elle ne vous convainc pas, malgré un ensemble de mesures sociales tout de même annoncées ce soir. On parlera des soi-disant mesures sociales. Évidemment, ça ne me convainc pas. Et ça ne me convainc pas comme ça ne convient pas manifestement à plus de 70% des Français. D'après les sondages, comme ça ne convient pas à l'ensemble des syndicats de salariés, c'est une première depuis 2010, et comme ça ne convainc pas à quand même une grande partie, très certainement, des 2 assemblées. On a un projet qui
sous couvert d'estimation du comité d'orientation des retraites entre 2024 et 2035, où il estime qu'il y aura un déficit des retraites, bouleverse complètement une idée, c'est le fait que le progrès, c'est quand même au fur et à mesure de pouvoir profiter plus longtemps possible de sa retraite. Bon, et là, on voit bien qu'en reculant l'âge de la retraite, on va non seulement, détériorer la santé des Français. Depuis quelque temps, par exemple, la moyenne de santé en bonne santé, d'âge de santé en bonne santé, ne fait que régresser justement déjà parce qu'il y a du recul de retraite. Et deuxièmement, on va le faire pour rien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit très bien que les 12 milliards de déficit qu'annonce le corps, parce qu'actuellement on est excédentaire à l'avenir, d'ici 2035, après ça redevient équilibré, pourrait largement être contrebalancé, par exemple en rétablissant l'ISF et la flat tax, en taxant les surprofits comme ceux qui viennent d'être réalisés cette année par les dividendes, au lieu de s'attaquer toujours au monde du travail. Donc c'est une très mauvaise... Donc Éric Coquerel, donc vous n'allez pas la voter, ça c'est évident. Est-ce que vous appelez à manifester? Parce qu'il me semble que c'était plus ou moins dans les tuyaux. On appelle à faire échec à ce projet. Pour faire échec à ce projet, comme nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée, parce que ça vient d'être dit, il est probable que les Républicains souhaitent appuyer ce projet, ça va passer par les mobilisations sociales. C'est aussi la démocratie sociale. Nous appuierons toutes les dates proposées par l'intersyndicale, qui, je crois, se réunit ce soir, plus des dates du mouvement de jeunesse, comme celle du 21 janvier. 21 janvier, oui. Toutes ces dates qui vont venir, qui sont extrêmement importantes, à commencer par, je le redis, les dates décidées par l'intersyndicale qu'on va connaître, à mon avis, ce soir. Franck Dedieu, est-ce qu'on peut s'attendre justement à un climat social compliqué, en tout cas à un affrontement finalement entre le gouvernement et la rue? Probablement, d'abord parce que la mesure d'âge qui crispe l'ensemble des syndicats, ce qui n'est pas nouveau, est la mesure phare de cette annonce, et puis parce que, ça a été dit, ça ressemble quand même à un choix de classe. C'est-à-dire que qui paye et qui ne paie pas. Qui paye, ce sont les salariés. Alors on peut dire à bon droit, après tout, ils vont aussi en bénéficier. Mais il y a aussi des non-choix dans ce choix-là. C'est-à-dire celui de ne pas faire payer les autres. Vous voyez, on parle tout de même, prenons les chiffres de Bruno Le Maire, je dirais 13,5 milliards en 2030. Pour des recettes, des dépenses de 332 milliards. Donc déjà, ça permet de relativiser. Non, mais je sais qu'après, le quoi qu'il en coûte, les Français, les centaines, les dizaines de milliards, ils finissent par s'y perdre. Mais regardez ce que ça veut dire, 13 milliards. C'est 1/6 des dividendes du CAC 40. C'est avec un peu d'effort sur l'évasion fiscale, vous allez facilement avoir la moitié de votre déficit. Donc, quelque part, il y a cette mesure d'âge qui crispe, et puis, il y a ce choix de faire payer, compte tenu d'un déficit qui n'est pas excessif, de faire payer les salariés actuels et de ne pas faire payer des patrons qui ont des marges, certes, ont peut-être alors ils disent que il y a des cotisations. Non, les cotisations, on va y revenir. C'est un jeu de dupes où on augmente une partie des cotisations pour baisser une autre. Donc effectivement, on a décidé de faire payer les salariés. Elle ne vous a pas convaincu, en tout cas. Jean-Marc Vittori, est-ce qu'elle vous a convaincu, Elisabeth Borne? Vous l'avez trouvée un peu pédagogue avec justement cette justification à la fois financière du régime et en même temps l'accompagnement social que conteste Éric Coquerel. Eh bien, elle a fait de la pédagogie, mais c'est difficile parce que les Français n'ont pas très envie d'entendre cette pédagogie. Elle a essayé de faire l'effort. Elle l'a fait sur un projet qui est compliqué parce que c'est un projet de compromis. Ça n'est pas le projet initial d'Emmanuel Macron. Ça n'aurait pas été le projet initial du gouvernement s'il avait eu une majorité à l'Assemblée. Donc on est dans une situation de compromis. Une situation de compromis, c'est évidemment moins facile, moins clair, et c'est donc plus compliqué, évidemment, à expliquer. Donc, elle a fait le boulot, mais face à une opposition qui va évidemment être très forte. À la fois à l'Assemblée et peut-être dans la rue. Alors, évidemment. Justement, Mathieu Doiret, vous qui êtes le sondeur de ce plateau, les Français, d'après ce que j'ai lu, 70% d'entre eux sont opposés à cette réforme. C'est un peu ça en ce moment En l'occurrence, les sondages auxquels on fait allusion ont été conduits antérieurement à l'annonce de la réforme. Elisabeth Borne, donc elle a peut-être changé la donne. Elle aura peut-être eu un impact. Pas sûr que là, ils aient eu le temps vraiment de décrypter, de digérer. Non, le vrai fond du problème, c'est que de toute façon, vous avez effectivement déjà
effectivement un totem qui a été créé autour de l'âge de départ à la retraite, qui n'existe effectivement pas dans d'autres pays et qui est quand même lié à quelque chose qui s'est passé maintenant il y a 42 ans. Donc c'est assez surprenant à quel point c'est encore prégnant cette importance de la retraite à l'origine à 60 ans. Maintenant, c'est marrant parce que le totem, il est passé à 62 aussi bien. C'est-à-dire que 62, maintenant, c'est bien. Hein, par rapport à 60 qui était idéal avant. Maintenant, 62, c'est quand même pas mal. Pas pour la gauche, qui réclame le retour aux 60 ans. Oui, alors... Et il y a des sondages qui montrent que 2 Français sur 3 voudraient la réforme et la retraite. Non, mais très honnêtement, je pense qu'il faut... À 60. Il y a un mot qu'on va beaucoup entendre, et à mon avis, c'est d'ailleurs votre confrère Emmanuel Le Chip qui le disait, et je trouve qu'il a complètement raison, c'est la pédagogie, ça fait 40 ans qu'on l'a fait, et si ça marchait, la pédagogie, d'abord, je pense que les gens ne sont pas des enfants, ils sont encore moins des élèves. La pédagogie, ça ne marchera pas parce que le fond du problème, c'est que les gens, je pense, ne vivent pas la retraite par répartition, ne perçoivent pas le régime par répartition comme ce qu'il est. C'est-à-dire que la solidarité intergénérationnelle, qui est le sujet, en fait, ce n'est pas leur sujet. La plupart des gens vivent les cotisations comme, en fait, une forme de capitalisation. C'est-à-dire, si vous écoutez les gens vous disent « j'ai travaillé, j'ai droit à ma retraite », j'ai droit à ce pourquoi j'ai cotisé. Mais on leur explique que financièrement parlant, c'est un problème qui est lié à la démographie. Temporel, les gens ne les font pas. Je pense que une des choses vraiment qui a été invalidée par tout ce qui s'est passé ces 40 dernières années, c'est l'équivalence ricardienne. On va vous répéter encore et encore que les dettes d'aujourd'hui, ce seront les impôts et les prélèvements pour vos enfants, les prélèvements de demain. Les gens ne l'entendent pas parce que sur le fond, l'homme, je veux dire l'homo economicus, il ne fait pas d'arbitrage intertemporel. Il ne pense très honnêtement qu'à lui-même. Et la solidarité intergénérationnelle, les gens la voient plutôt comme « laissez-moi mon argent », d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont contre les taxes sur les successions aussi, et moi je vais aider mes petits-enfants, vous inquiétez pas. Donc de toute façon, tant qu'on veut convaincre les gens de quelque chose qui de toute façon est, je dirais, totalement étranger à leur mode de fonctionnement, ça ne marchera pas. La seule chose qui est vraie, c'est qu'en revanche, si on était dans un pays où on avait au pouvoir la droite populiste telle qu'elle existe ailleurs, si c'était le parti républicain américain qui était au pouvoir, voire les conservateurs britanniques, ils insisteraient plutôt, ils diviseraient pour mieux régner en insistant sur le fait que désormais, elle a quand même beaucoup insisté là-dessus, il n'y aura plus de régimes spéciaux, on sera tous traités pareil, une année travaillée égale le même droit à la retraite, etc. Et là, on le sait, le seul argument que les gens entendent, c'est le rejet des privilèges et des régimes spéciaux. Marine Le Pen, en tout cas, a réagi. Elle entend faire barrage donc à une réforme injuste. Yannick Halimi, finalement, qu'est-ce que c'est que le pari du gouvernement aujourd'hui d'Elisabeth Borne? C'est d'essayer de faire passer, d'obtenir donc le soutien à l'Assemblée de LR pour voter rapidement ce texte qui va être donc dans un paquet, pour expliquer une sorte de paquet législatif qui pourrait un petit peu accélérer, pour finalement faire en sorte que s'il est adopté, ça va peut-être calmer le jeu auprès de la population. C'est ça un peu le calcul? Écoutez, pas à pas. Effectivement, vous avez raison. Le premier défi que voulait relever l'exécutif, c'est de faire passer son texte à l'Assemblée nationale et au Sénat, évidemment. Et encore une fois, on le répète, et Éric Coquerel est d'accord avec ce que je disais, ce que nous disions tous, c'est que les LR vont avoir du mal au regard de leur propre position et positionnement politique. Rappelons encore une fois que Valérie Pécresse, qui était leur candidate il y a... Oui, mais Éric Ciotti, me semble-t-il, avait l'air plus conciliant, en tout cas ce week-end. Hein. Oui, c'est ce que je vous dis. Voilà, aurait du mal à ne pas voter. À ne pas voter, c'est ça. Ils vont voter, a priori. Oui. Absolument. À ne pas voter. Ils ont émis, encore une fois, un peu à contre-emploi, ils ont émis eux-mêmes des conditions, entre guillemets, bien sûr, sociales pour faire passer, pour accepter de voter le texte. Et là, ils disent ce soir qu'ils sont satisfaits, d'ailleurs. Ah bah voilà, ils sont Olivier Marleix. Non public, si je puis me permettre, excusez-moi de vous interrompre, mais fondamentalement, si vous voulez, ils savaient déjà qu'ils seraient pour avant de savoir ce qu'il y avait dedans. D'abord parce qu'ils avaient soufflé quelques mesures, mais surtout parce que Laurent... Vous parlez de LR, là? Mais bien sûr, Laurent les LR, c'était, pardonnez-moi, les LR, autant pour la gauche, dans la mesure où, effectivement, le projet, quel qu'il soit, mais le projet du gouvernement était fondé sur le report de l'âge, et vous avez raison, Franck Dedieu, le report de l'âge de la retraite, qui, ça, de toute façon, était une donnée, alors on ne savait pas si c'était 64 ou 65 ans, et ça, c'est un élément dirimant, j'allais dire, pour la gauche, et dans la mesure où, de
toute façon, c'était acté. Ils étaient dans l'opposition, ça c'est sûr. En tout cas, la NUPS, la France Insoumise et le Parti communiste, une partie des Verts, le PS est plus divisé. Autant la droite, non, a joué une sorte de... en tout cas, entonné une sorte de cacophonie pendant ces dernières semaines pour des raisons de parti, pour des raisons de préparation peut-être de la présidentielle déjà. Il n'était pas sûr, et loin de là, qu'il vote, quel qu'il soit, ce texte-là. Donc, ce qui a été fait ces derniers jours, dans la coulisse, et par l'exécutif, et par Éric Ciotti, avec les députés, les sénateurs, et par Laurent Wauquiez, effectivement, dans la coulisse encore plus, a permis, effectivement, ce type de compromis qui fera voter. Maintenant, reste, effectivement, l'aléa 1, des manifestations avec des syndicats qui sont très remontés. Mais quid de la CFDT? Parce que la CFDT est contre la mesure d'âge. Il n'empêche qu'il y a énormément de mesures sociales qu'elle a demandées et qu'il semble être proposées par le gouvernement. Est-ce que ces manifestations se doubleront d'un renforcement de partis politiques, comme le souhaite la France Insoumise? Éric Coquerel vient de le dire, qui veut se joindre un petit peu par une sorte de convergence des luttes à la lutte syndicale. Les syndicats le refusent. Le refusent pour l'instant, justement. Il n'y a pas de convergence des luttes entre les syndicats et les partis politiques pour l'instant. La France Insoumise le souhaite, les Verts et le Parti Socialiste ne le souhaitent pas. Donc la gauche elle-même est divisée. Et après, dernière question, et je m'arrêterai là, est-ce que ces manifestations, quelles qu'elles soient, vont en plus être relayées par des grèves, et des grèves dans les services publics et peut-être dans l'éducation nationale, ce qui bloquerait, alors là, les services publics, les transports publics, qui bloqueraient complètement le pays. Les syndicats annoncent là une première journée de mobilisation le 19 janvier. Donc oui, ça, donc de mobilisation, ça veut dire de manifestation, ce sera donc le 19 janvier. Est-ce que ce sera suivi par des mouvements de grève? Est-ce que la CFDT y adhérera? Ça reste encore un grand point, une question qui se pose. Franck Dedieu, pourquoi la CFDT finalement refuse absolument cette réforme? Je pense qu'en interne, il se joue aussi une lutte où, vous avez une partie de la CFDT qui refuse, qui s'est arc-boutée sur cette question d'âge, mais qui a envie de ne pas paraître toujours pour le syndicat qui finira au bout d'un moment par céder. Il y a des militants qui, bien que ce syndicat réformiste qui était au départ favorable à la réforme, qui gagne en influence, systémique d'Emmanuel Macron, qui gagne en influence, donc c'est déjà quand même un camouflet pour la CFDT par rapport à ce projet-là, mais effectivement il y a en interne aussi une aile de la CFDT qui refuse de jouer toujours dans le cadre du compromis. Je crois que ce qui, effectivement, par rapport le combat parlementaire, LR va probablement a eu à peu près grain de cause, même si, à mon avis, ça créera de façon durable, peut-être le sondeur, je dirais, confirmera ou pas, mais ça créera de manière durable une sorte de confusion, à la fois pour la majorité qui donne l'impression finalement d'avoir fait des combinaisons avec les partis, et donc ça, quelque part, ça ne plaît pas beaucoup aux Français. Et puis pour LR, parce qu'elle se retrouve avec une sorte de trouble idéologique en disant mais comment ça, vous êtes la force sociale d'un gouvernement centriste alors que vous êtes de droite. Donc il y aura une sorte de trouble idéologique et puis de positionnement politique pour l'avenir. Donc je pense que sur le plan strictement tactique, sur le plan parlementaire, ça pourrait passer. Après, il y a la question de la rue, et puis on a beaucoup parlé de gilet jaunisation, c'est-à-dire on parle aussi des syndicats, de la CFDT, mais il y a une forme de base qui échappe de plus en plus aux syndicats et qui a, je dirais, une colère. Parce qu'on n'en a pas assez parlé, juste pour terminer. C'est qu'il y a tout de même l'idée, aujourd'hui, une colère assez rentrée de la part des Français par rapport à l'énergie, par rapport à l'inflation. Mais tout ça qui n'a rien à voir avec la retraite. Oui, donc, mais attendez, ça s'accumule. Oui, mais les gens qui sont dans la rue, ce ne sont pas des robots à dire bon, je manifeste pour cette raison, mais pas pour celle-là. C'est une sorte d'état d'esprit général qui, je dirais pas insurrectionnel, bien entendu, mais qui fait chauffer la température par rapport à 2019 où il y a eu 37 jours de grève, je crois. Jean-Marc Vittori, il y a quand même une contradiction un petit peu parce qu'effectivement, la Première ministre défend une réforme sociale. En même temps, LR donc, dit qu'ils vont voter, a priori, donc, le fait de repousser l'âge du départ à la retraite à 64 ans. On ne sait plus trop qui est la droite, qui est la gauche dans cette réforme. Et effectivement, on ne parle plus de réforme systémique. Au départ, il y a 2 ans, on se souvient avec Édouard Philippe, c'était quand même le
grand projet d'Emmanuel Macron de mettre en place une retraite à points. Donc, en fait, il y a une espèce de cristallisation autour de ce départ d'âge à la retraite. Est-ce que c'est simplement tactique d'un point de vue politique du côté gouvernemental, ou est-ce qu'effectivement, cette réforme, il faut quand même la faire parce qu'il y a un problème démographique, il y a effectivement un problème financier? Non, alors, il faut rembobiner un petit peu, repartir au projet d'Emmanuel Macron en 2017. Il se fait élire avec dans son programme, pas beaucoup, 2-3 lignes juste, qui disent on va changer de système de retraite, on va faire une réforme systémique. Mais il n'avait pas travaillé le sujet. Donc ensuite, il a fallu faire travailler le sujet. Ça a été très compliqué, très laborieux. Et le projet n'avait pas beaucoup avancé. Et il a été définitivement plombé par l'épidémie de Covid. Il faut se souvenir que le Covid est passé par là. Et il y avait eu un débat à ce moment-là entre l'Élysée et Matignon sur le thème l'Élysée, il faut une réforme systémique. Et Matignon qui disait c'est beaucoup trop compliqué, il faut rééquilibrer les comptes. Édouard Philippe, c'était... Voilà. On parlait déjà d'âge légal. Exactement. Repousser l'âge légal de départ à la retraite. Ce débat-là est plombé est définitivement enterré par l'épidémie de Covid. Emmanuel Macron refait un programme pour 2022. Il veut des mesures fortes, comme ce qu'il avait porté en 2017 avec la réforme du marché du travail et la réforme de la fiscalité du capital. Il y a les retraites. Et donc, les retraites, mais réforme systémique, c'est trop compliqué. Il y a trop d'opposition. Donc, c'est juste parce que ça n'était pas lisible et trop compliqué que finalement, elle a été enterrée. Non, puis c'était aussi une réforme qui était très juste. Donc, elle mettait fin à beaucoup d'injustices et donc à beaucoup de niches. Et dans chaque niche, il y a un chien qui est prêt à aboyer. Oui. Et c'est ce qui s'est passé avec cette réforme. C'est pour ça que l'idée d'une réforme systémique a été tuée. C'est du moins la lecture que j'en fais. Et donc, Emmanuel Macron voulait revenir avec une mesure forte dans le domaine social et fiscal. Et il est revenu avec la réforme des retraites, la retraite à 65 ans, mais alors qu'une réforme, si je puis dire, d'une certaine manière bête et méchante. Et là, on remonte l'âge de la retraite, encore une fois. Et il s'est accroché à cette idée. Apparemment, il y a eu des débats. Et vous dites c'est une réforme bête et méchante. Au sein du. Oui, on remonte l'âge pour rééquilibrer les comptes. Voilà. C'est quelque chose de très classique. C'était paramétrique. De très banal. C'est une réforme paramétrique, comme on dit dans le jargon des techniciens. Donc c'est lui qui l'a voulu, qui l'a porté, apparemment contre certains de ses ministres et à l'évidence certains des piliers de sa majorité parlementaire. C'est lui qui l'a voulu. Elisabeth Borne, elle n'a pas le choix, elle est montée dans son train avec un certain goût, parce qu'elle a un vrai goût pour la négociation sociale. Quand on regarde son passé avant d'être ministre, c'est ce qu'elle avait fait et elle aime ça. Et donc elle est rentrée dans ce jeu-là et donc elle porte cette réforme comme elle peut. Elle est rentrée, oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Un bémol près, c'est que, juste pour remonter à la précédente campagne électorale, moi je pense que Emmanuel Macron ne l'a pas assez travaillé. Oui, il était extrêmement pris dans la mise en œuvre de son propre exercice. Il était en exercice, il y avait la fin du Covid, la guerre en Ukraine, le début de l'inflation, etc. Et il s'est raccroché quelque part à un projet qui était la réforme de la retraite. Voilà, c'est pas effectivement une retraite, entre guillemets, révolutionnaire, pour reprendre un terme du livre d'Emmanuel Macron en 2016 ou en 2017. Juste un point, juste pour terminer sur ce que vient de dire Jean-Marc. Pourquoi prendre le risque de se retrouver avec une opposition très forte dans la rue? Il prend quand même le risque d'un vrai bras de fer. D'abord, si vous voulez marquer les esprits et faire penser aussi bien au présent qu'à l'avenir que vous êtes un président réformateur, qui est quand même l'incarnation sur laquelle et la symbolique sur laquelle Emmanuel Macron a voulu se faire porter, espère être porté dans l'histoire, c'est qu'il faut des réformes qui clivent, des réformes qui sont consensuelles ne sont pas des réformes. Voilà. Donc pour un homme politique, je ne dis pas qu'il va vers le contentieux et vers le clash à tout prix, mais encore une fois, c'est une réforme relativement classique, même si, ne l'oublions pas quand même, pour beaucoup de Français, partir à 64 ans plutôt qu'à 62 ans, même s'il y a des mesures, encore une fois, d'accompagnement des carrières longues des seniors et des pensions minimales, ce n'est pas rien. Il n'empêche que c'est une réforme, encore une fois, relativement classique, qui ne marque pas. Qui se souvient de la réforme Fillon ou de la réforme Touraine ou de, donc il parie là-dessus. On se souvient de la réforme de 60 ans. Emmanuel Borne, Elisabeth Borne a voulu quand même
joué sa carte parce que Emmanuel Macron était attaché aux 65 ans, en revanche, jusqu'à ces dernières semaines. Et Elisabeth Borne, comme vous disiez, Jean-Marc, est quelqu'un qui veut négocier, qui a toujours, enfin, qui a une carrière aussi bien ministérielle que dans le parapublic, extrêmement axée sur la négociation sociale avec des syndicats très forts. Et c'est elle qui a fait pression, pour que l'examen du projet de loi soit repoussé à cette année et non pas ficelé à la va-vite en fin d'année dernière, qu'elle laisse le temps donc à des consultations et surtout que ce fameux totem de 65 ans n'en soit plus un. Et qu'on passe donc à 64 ans. Donc ça, c'est la carte Elisabeth Borne. Virginie Duby-Muller nous a rejoint, députée LR de Haute-Savoie. Bonsoir à vous et bienvenue dans le débat. Votre réaction justement à cette réforme, on a vu que Olivier Marleix, en tout cas, les LR sont satisfaits. C'est votre cas? Effectivement, ça correspond aux échanges que nous avons pu avoir avec la Première ministre. Nous avons formulé un certain nombre de demandes, non seulement pour que la réforme initialement prévue soit moins brutale, et pour aussi intégrer un minima de 1 200 € net pour celles et ceux qui ont des petites retraites. Est-ce que tous les LR vont la voter, cette réforme, à l'Assemblée ? Maintenant, justement, que vous dites qu'il y a ce côté social également que vous défendiez au sein de votre groupe. Alors, nous avons eu une réunion de groupe ce matin. Nous avons une large majorité. Nous avons quelques voix dissonantes et ça fait partie, je dirais, de notre liberté de vote. Donc, je n'ai pas pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'elle sera votée par 100% des 62 députés LR. Mais nous allons attendre néanmoins les débats, voir tous les amendements qui seront pris et que nous aurons proposés. Et puis, j'espère que les collègues seront amenés à faire preuve de responsabilité et voteront alors à mes consciences à l'issue de l'examen de ce texte. Donc vous voulez qu'il y ait un débat, un vote global de tout LR en faveur donc, de ce texte pour qu'en fait il puisse passer sans le 49.3. A priori, ça serait ça l'enjeu. Oui, cela me paraît très cohérent au regard, je dirais, des différentes positions que nous avons portées sur ce sujet. Je rappelle que c'est notre famille politique qui, par 4 fois, a permis de réformer le système des retraites par répartition et d'assurer sa pérennité. Donc, j'espère que l'ensemble des majorités du groupe LR voteront évidemment ce texte. En revanche, voilà, comme sur certains autres textes, on a aussi un principe qui est la liberté de vote et que peut-être certains privilégieront cette liberté de vote plutôt que la cohésion et le fait d'avoir une loyauté vis-à-vis du groupe et reconnaître, je dirais, le travail qui a été effectué par Éric Ciotti, par Olivier Marleix pour arriver à ces demandes. Jeannie Callini, c'est vrai que pour qu'elles soient surtout satisfaites. C'est ce qu'elle dit en fait. L'enjeu, c'est effectivement qu'ils restent groupés. C'est ce que dit Virginie Duby-Muller, les LR. Parce que bon, il y a eu quand même beaucoup de débats internes. Ils ont fini par se mettre d'accord même sur les 64 ans. On a vu, enfin, ça s'est passé ce week-end. Il y a eu beaucoup de négociations, vous l'avez dit, avec Elisabeth Borne. Mais si effectivement ils se divisent, là, ça va être le 49.3. Franchement, la seule possibilité pour ce gouvernement de faire passer cette réforme, c'est que LR reste groupé et vote. Enfin, groupé maintenant à quelques. Je pense que des calculs avaient été faits. Enfin, comme quoi, il y aurait une dizaine de députés LR qui pourraient soit voter contre, soit s'abstenir. Maintenant, encore une fois, les discussions ont eu lieu avec Éric Ciotti, avec Monsieur Marleix, qui voulait 63 ans, lui, qui est le chef de file des députés. C'est ça. Et aussi, ne l'oublions pas, parce que Madame Duby-Muller n'en a pas parlé, mais je ne pense pas c'était volontaire. Je veux dire, il y a aussi le Sénat avec Bruno Retailleau et Gérard Larcher, qui sont des personnalités extrêmement importantes pour rassembler la famille, ainsi que des discussions avec Aurélien Pradier, qui est un des candidats à la primaire, qui a voulu mettre en place ce côté social, qui lui était d'ailleurs pour le maintien de la retraite à 60 ans. Vous voyez, les LR à 62 quand même. Et puis encore une fois, Laurent Wauquiez, qui reste quand même une sorte de figure comme ça tutélaire, qui est pour que cette réforme soit votée sous réserve que les conditions aient été acceptées, ce que Mme Duby-Muller semble dire qu'elles l'ont été. Donc, sauf surprise, le texte encore une fois, sauf surprise, la politique devrait passer le texte donc devrait être voté 149. Il suffit d'une quarantaine. Une quarantaine de LR. Mais il y aura beaucoup plus que 40. Enfin, on l'entend bien. Pardon, je vous ai... Non, mais je pense que juste, il faut quand même voir les choses cette réforme peut-être sous 3 angles. Il y a l'angle politique, strictement politique, où de fait,
cette réforme est une réforme dite de droite et qu'elle est un marqueur idéologique, comme on dit, et c'est un fait. Et c'est un fait qui est intéressant parce que ça correspond. Mais elle le vend comme une réforme de gauche, Elisabeth Borne. Non, mais parce que sous l'angle de qui va soutenir cette réforme dans l'Assemblée, on a compris, mais dans l'opinion publique, ça peut paraître peu de gens, mais c'est quand même essentiel pour LR autant que pour Renaissance. On le sait depuis toujours, les gens les plus favorables à une réforme des retraites sont, dans l'ordre, on va dire, ceux qui sont déjà à la retraite. Mais encore une fois, compte tenu de leur participation électorale, c'est très important. Les professions libérales, dans la mesure où, à la différence de la précédente réforme, on ne touche pas à leur case de retraite. Et les cadres... Donc c'est tous ceux qui ne sont pas concernés, en fait, ce que vous dites. Oui, absolument. Non, et les cadres supérieurs du privé, pour qui travailler plus n'est pas un problème, du moment que l'on peut gagner plus. Et juste, je voulais finir... il y a la dimension internationale dont peut-être vous voulez parler sur mettre les comptes d'équerre et redorer le crédit de la France auprès de ses partenaires européens. Mais ça, je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça va être la critique principale qui sera adressée à ce texte par l'opposition. En revanche, si on voulait faire crédit d'une vision idéologique, il y a quand même l'idée de travailler plus pour gagner plus, puisque allonger la durée de cotisation, ça veut dire aussi... Pour éviter de gagner moins, en tout cas. En tout cas, pour éviter de percevoir moins, non seulement à la retraite, mais ça, c'est ce qui va être mis en avant. Mais peut-être à tort, on n'insistera pas assez sur augmenter le PIB en temps réel. Ah oui. Plus il y a de population active occupée, plus il y a de PIB, plus il y a de ressources fiscales, plus il y a de marge de manœuvre. Donc ça, on va l'entendre de plus en plus. C'est là qu'il y aura un consensus. Simplement, ce qu'il faut quand même consensus. dire... Oui, au sein de la majorité, pour dire ça. Oui, et la majorité, soyons clairs, élargie désormais à LR, dans la perspective où, de toute façon, Emmanuel Macron ne se représente pas. Il faut se représenter la prochaine élection présidentielle, qui sera quand même essentiellement à droite. Il y aura 2 candidats, probablement un issu de l'actuelle majorité et un issu de LR, qui, sur ce sujet-là, ne s'affronteront pas. C'est un fait. Je veux dire, aujourd'hui, on sait où se situe la majorité actuelle. Elle est au centre droit. Ça ne sert à rien, si vous voulez, de penser. Justement, la réforme systémique était de centre. Là, cette réforme-là, elle est clairement de centre droit. Mais je pense qu'il n'y avait pas de doute au regard des résultats des élections. Franck Dedieu. Oui, moi je dirais que quand même, effectivement, mon voisin de gauche compartimente les électeurs et à bon droit, parce que bien sûr, il y a des intérêts. Mais enfin, globalement, les Français ont quand même 2 peurs. La première, c'est quand ils sont 57, 58 ans, se retrouver au chômage et dire « Ah bon, ben, il va falloir que je travaille plus longtemps, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. » Et puis deuxièmement, parce qu'il y avait ce matin un article excellent dans Les Échos, cher Jean-Marc, qui disait que vous avez les 18 pays en Europe sur 21 dont le départ effectif est inférieur au départ légal. C'est-à-dire, par exemple, en Belgique, l'âge légal est à 65 ans, ils partent à 63 ans et demi. Aux Pays-Bas, 66 ans et 7 mois. Ça veut dire qu'ils partent sans un taux plein. Exactement. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une décote si on donne la possibilité de partir avant l'âge légal, comme c'est le cas dans 18 pays sur 21 en Europe. En France, y compris. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 2 peurs qui traversent les Français. Premièrement, c'est de perdre son boulot. Et je vais citer Emmanuel Macron en avril 2019 qui dit « Bon courage pour aller pour avoir du boulot, pour en avoir envie à 62 ans. » Donc il y a ça quand même, cette peur-là, elle est majeure. C'est quand même très important pour les quinquas. Et puis deuxièmement, la peur d'avoir finalement, non pas un allongement de la durée de cotisation, mais tout simplement un taux de remplacement, une décote lorsqu'on part à la retraite. Virginie, faute de mieux. Alors, Virginie Dumy-Muller, je voulais vous faire réagir justement, puisque vous défendez, vous avez dit que vous alliez voter cette réforme. Est-ce qu'elle n'est pas injuste ? C'est finalement ce que vient de souligner Franck Dedieu avec cette décote que subiraient ceux qui partent avant et qui manifestement sont nombreux, d'après ce qu'il dit. Ça, de toute façon, vous connaissez les règles du jeu d'emblée. C'est soit vous avez vos annuités ou vos trimestres de cotisation et vous pouvez partir à taux plein, soit, si vous partez plus tôt, effectivement, vous avez une décote. Cela dit, il y a quand même un sujet sur l'emploi des seniors, puisque de fait, il y en a qui se retrouvent en pré-retraite forcée. Donc là aussi, il y a des enjeux en matière de formation, d'accompagnement des seniors. Le gouvernement prévoit aussi un index sur ce qui est fait, notamment en matière de parité et d'égalité hommes-femmes pour l'emploi des seniors, parce que là, effectivement, nous avons des marges de progression à opérer, alors que sur l'emploi des seniors, c'est aussi, je dirais, une richesse pour une entreprise en termes d'expérience et de compétences à valoriser.
Alors justement, l'emploi des seniors, un mot, Jean-Marc Vittori, parce que quand je regarde les chiffres, c'est vrai que c'est assez effrayant. 35% seulement des 60-64 ans ont un travail en France. C'est quand même extrêmement faible. Donc cet index des seniors, ça va suffire? Non. Là, ça me paraît très léger, disons. C'est une façon d'indiquer qu'il y a un vrai souci là-dessus. Hein. Alors, quoi qu'en dise mon confrère Franck Dedieu, en France, on part en moyenne à la retraite, pour l'instant, plus tôt que dans la plupart des autres pays. Et ça pose. Mais on part après l'âge légal. Et après l'âge légal. Oui, mais contrairement on part vers quel âge? Mais c'est vrai, tu as raison. Non, mais c'est très intéressant de s'intéresser à l'âge légal. Mais la réalité de ce qui se passe dans le quotidien de la vie des gens et dans le quotidien des entreprises, c'est peut-être encore plus important. Et aujourd'hui, à ce niveau-là, en France, on part plutôt en moyenne à la retraite. Vers quel âge, donc? Dans la plupart, un peu au-dessus de 60 ans. Et c'est plutôt que dans la plupart des autres pays. Ça pose toute une série de questions et de problèmes qui sont des problèmes financiers. Ça, si vous faites une moyenne. Oui, c'est bien sûr des moyennes. Des problèmes économiques et financiers. Le problème économique majeur, c'est qu'on a moins de gens qui travaillent en France qu'ailleurs. Et donc, comme on a moins de gens qui travaillent en France qu'ailleurs, ceux qui travaillent, ils doivent payer plus pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Ça, c'est un problème tout simple. Et donc, si on fait que les gens travaillent plus tard, on peut à ce moment-là baisser les prélèvements sur ceux qui travaillent. Mais justement, sur l'emploi des seniors, est-ce que vous dites que ça ne va pas être suffisant? Mais alors, justement, à partir de ce moment-là... 35% des 60-64 ans qui travaillent seulement. Ce n'est qu'un point... Après, la réforme, ce n'est qu'un point de départ là-dessus. Effectivement, il va falloir que les entreprises se mettent sérieusement, et pour l'instant, elles ne l'ont pas fait, à envisager le travail de leurs salariés plus âgés. Pour ça, il faut faire toute une série de choses que pour l'instant, elles ne font pas, ou qu'elles ne font très peu. Il faut continuer à former les salariés, même quand ils ont passé l'âge vénérable de 45 ans. Aujourd'hui, passé 45 ans, la formation, c'est fini, parce que de toute façon, vous allez bientôt être à la retraite. Mais elles vont être encouragées à le faire avec cette réforme, Jean-Marc? Elles vont être un peu encouragées à le faire, mais pas assez. Et surtout, il faudrait qu'elles s'emparent elles-mêmes du sujet. Il ne suffit pas que le gouvernement dise aux entreprises d'employer des seniors. Il faut que dans les entreprises, on se dise comment on va faire travailler les gens plus longtemps. Donc ça veut dire tous les gens tous ceux qui ont des tâches pénibles, il faut peut-être les reconvertir, les faire travailler autrement, les faire travailler avec d'autres machines, par exemple. Il y a toute une série de dispositifs qui existent, qui sont mis en œuvre partout ailleurs et pas assez en France. Et donc, il y a une mobilisation collective des entreprises. Pour l'instant, on n'en voit pas le début du début. Et c'est l'un des points inquiétants de ce changement. L'un des points inquiétants, Yannick. Non, mais effectivement, et c'est un des points que souligne l'ensemble des opposants, y compris à gauche, c'est qu'ils risquent d'avoir des trous noirs sur des catégories de population qui se retrouveraient effectivement soit avec une retraite et une énorme décote, soit ne plus sachant quoi faire, adhérer au chômage, qui lui-même a une durée extrêmement limitée. Bref, c'est vrai que c'est un vrai souci, et ce souci d'inégalité de certaines catégories, il y a est au cœur de cette réforme, enfin, et de ces interrogations et des inquiétudes que suscite cette réforme. Mais il n'y a pas de mesure coercitive au sein de la réforme. Non, il n'y a pas de mesure coercitive. En revanche, sur ce sujet. Non, mais il y a deux choses dans cette problématique d'allongement de la durée et du recul de l'âge de la retraite, tout en quand même gardant en mémoire que 67 ans reste l'âge au-delà duquel il ne peut plus avoir de décote. Il y a les seniors, on peut en penser ce qu'on veut. Effectivement, il y a ce fameux index, mais la Première ministre a indiqué aussi que la loi serait assouplie pour des retraites progressives et pour des emplois cumul-retraite. Bon, ce sont des mots, mais c'est une volonté, il faut les actes. Et la deuxième problématique, c'est pas les seniors que pose cette réforme chiffrée de durée de cotisation et d'âge repoussé, c'est aussi les carrières longues. Et les carrières longues, on touche effectivement à l'inégalité catégorielle, j'allais dire sociale, puisque ça touche notamment ceux qui commencent jeunes, donc ceux qui probablement... Alors elle dit, notre projet protégera les personnes qui ont commencé à travailler tôt et ont eu des carrières longues. Une personne sur 5 chaque année, soit 170 000 départs. Alors voilà, non mais donc c'était une interrogation parce que c'est un vrai problème du moment où les gens qui commencent tôt, qui sont en général les catégories les plus modestes, sont ou seraient ou risquent d'être les plus pénalisés par cette réforme qui non seulement allonge la durée de cotisation, mais en plus repousse l'âge et de départ à la retraite, l'âge légal. Le Premier ministre a annoncé différentes mesures qu'on ne va pas redécliner, vous l'avez fait je pense à l'ouverture, et ils estiment, c'est vrai, c'est pas vrai, que 4 départs sur 10 seraient des départs à la retraite anticipés avant 64 ans. Voilà, c'est le chiffrage de Bruno Le Maire et de Madame Borne, en estimant qu'effectivement... Donc eux ne partiront pas à taux plein.
Si, ils partiront à taux plein, ces gens-là, parce que justement, ils rempliront certaines conditions de début d'entrée dans la vie active avant 16 ans, entre 16 ans et 18, entre 18 et 20 ans, ou alors ils auraient eu des carrières extrêmement pénibles qui restent encore à négocier de façon plus précise. Donc oui, ce sont les gens 4 personnes sur 10 qui partiraient avant 64 ans seraient bien évidemment au taux plein. Par la montée progressive des trimestres requis. C'est aussi pour ça. C'est-à-dire que les 64 ans ne s'appliquent pas demain. Donc il est normal... 2030, c'est ça. Voilà, donc je pense que dans les 40%, il y a tout simplement des gens qui sont dans le processus d'augmentation des trimestres jusqu'à 2030. Alors, un mot parce que... ça fait quand même... Aujourd'hui, ça fait des gens qui sont nés dans les années jusqu'à 1968. Donc ça reste quand même une minorité. Et plus vous irez dans le temps, plus vous aurez moins de carrière longue parce que les gens font plus d'études et vous serez véritablement à se cliquer des 64 ans pour tout le monde. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer là? Il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Mathieu Douaré. Des manifestations, voilà, des grèves dans le secteur public, particulièrement dans le secteur public qui a des régimes spéciaux de retraite, puisque... ils ne se contenteront pas de la clause du grand-père, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a annoncé que les régimes spéciaux, oui. Voilà, actuellement en poste, bénéficieraient de la clause du grand-père, c'est-à-dire que la réforme des régimes spéciaux ne s'appliquerait pas à eux. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que l'âge de départ ne s'appliquerait pas forcément à eux, parce qu'à mon avis, c'est pas... Si, l'âge de départ, Elisabeth Borne l'a bien précisé, puisqu'il est repoussé de 2 ans d'ici 2030, les régimes spéciaux seront aussi concernés par le report de... En revanche, les privilèges, les avantages... C'est ce que je voulais dire, on est bien d'accord. Donc ça, c'est sûr. Il y aura plus d'avantages à faire grève. Il n'y aura plus d'avantages, mais dans 43 ans. Les enseignants dont vous parlez, ce qui peut avoir beaucoup d'impact, c'est les enseignants, les policiers, le personnel hospitalier qui va faire grève également, parce que même si on ne change pas le calcul de sa retraite, qui, comme vous le savez, est très favorable sur la période prise en compte, même si les primes ne sont pas intégrées, eux, ils vont quand même devoir travailler plus. Donc, de toute façon, ça, vous êtes sûr que vous aurez les grèves habituelles. La vraie question qui se pose, comme en 95... Alors, habituelle ou pas habituelle? Non, mais comme en 95, comme en 2003, comme en 2010, la question qui va se poser, c'est quid des salariés du secteur privé qui sont l'immense majorité? Bien sûr, ils sont contre, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire techniquement? Et on sait très bien qu'ils ne feront pas grève. Ils peuvent manifester, exprimer leur mécontentement, mais comme il n'y a pas d'élection avant 5 ans, la réalité, c'est que ça va un peu se diluer. Donc, ça peut toutefois coaguler avec une autre revendication qui monte très fort dans les entreprises en ce moment, qui est liée au pouvoir d'achat des salaires. Alors, absolument. Ah, voilà. Alors là, non, mais là, pour le coup, si vous voulez, déjà, vous avez toute une partie de la problématique pouvoir d'achat qui est un peu neutralisée par l'augmentation du minimum contributif, qui, alors là, pour le coup, ça va s'appliquer à tout le monde. Et on a déjà, parce que ça, on ne le dit pas assez, peut-être quand même, pour dresser le paysage, c'est qu'on a le taux de remplacement le plus élevé. C'est-à-dire qu'un des arguments qui n'a pas été assez... Mais là, on n'a plus le temps de parler d'arguments. Voilà. En gros, le pouvoir d'achat des retraités augmente et va augmenter encore plus. Et effectivement, le meilleur moyen de botter en touche, c'est d'aller très fort sur l'augmentation des salaires. Jean-Marc Vittori, c'est intéressant ce que vous avez dit. Effectivement, il pourrait y avoir une sorte de aussi contestation autour des salaires qui rejoindrait cette contestation sur les retraites. C'est possible, ça? Moi, je pensais que ça se produirait dès la rentrée. Ça ne s'est pas produit à la rentrée, à l'automne. Ça ne s'est pas produit là, maintenant, en janvier. Mais il n'y avait pas encore la réforme et la hausse des prix. Elle n'avait pas encore culminé. Je pense que ces 2 étapes-là sont devant nous et il y a un moment où, effectivement, la colère peut se combiner sur ces 2 points en entreprise. Mais le gouvernement est meilleur là-dessus que sur la réforme des retraites, d'une certaine manière. Donc, je pense que tout va... Sur les salaires? Son intérêt, c'est de rebasculer très vite sur les problématiques de pouvoir d'achat. Yannick. Moi, j'ajouterais que une des clés de ce climat social compliqué ou pas, c'est ce que va faire la CFDT. On sait qu'elle va manifester. Est-ce qu'elle va appeler à la grève? Elle est quand même devenue, dans beaucoup d'entreprises publiques, la première organisation syndicale devant la CGT. Premier point. Et deuxième point... Donc la balle est un peu dans son camp, en fait. C'est ça, la CFDT. Et il y a aussi un élément qui a désamorcé, ou tente de désamorcer avec cette réforme, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, c'est contrairement au régime systémique qui touchait, à la réforme systémique qui touchait au régime dit particulier, c'est-à-dire les notaires, les avocats, toutes ces professions libérales qui ont leur propre régime. Il ne s'agit pas de régimes spéciaux sur des cotisations et des versements publics, c'est leur propre régime. Le gouvernement a voulu mettre la main sur des caisses parce qu'ils sont rentables, souvenez-vous, en 2019, et ça a provoqué notamment l'ire, bien sûr, d'une partie de la gauche, des ouvriers, des salariés et des fonctionnaires, mais aussi des catégories d'électeurs d'Emmanuel Macron en tant que tel. Là, Emmanuel Macron a évité de toucher
toucher à ces régimes particuliers. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. On va évidemment observer ça de près, ces manifestations à venir, et puis cette réforme, et puis ce débat à l'Assemblée nationale qui va effectivement nous occuper pendant les semaines qui viennent. Jannick Halimi, merci beaucoup. Mathieu Douaret, Franck Dedieu, Jean-Marc Vittori, merci à vous tous de nous avoir suivis.